Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Psy Boulot, le podcast qui éclaire les coulisses du boulot. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines situations de travail vous laissent perplexe, voire même échappent à toute logique? Et si les raisons étaient multiples et complexes? Avec Psy Boulot, pas de pensée magique, pas de recette unique. Je vous propose plutôt d'explorer le monde professionnel avec un regard qui allie psychologie, sociologie et même un soupçon de philosophie. Je suis Marie-Claire Valentini, dirigeante et DRH, et ce podcast est né de mon envie de partager avec vous ma quête de compréhension des comportements humains et des dynamiques en entreprise. Rejoignez-moi à chaque épisode où ensemble, nous appréhenderons les défis du monde du travail. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Psy Boulot, le podcast qui éclaire les coulisses du boulot. Aujourd'hui, je reçois Odile Roche, fondatrice de Capital Énergie, et ensemble, on va tenter de répondre à la question suivante. Peut-on vraiment en finir avec le stress au travail? Bonjour Odile. Bonjour Marie-Claire. Alors avant de démarrer cette conversation, est-ce que tu veux bien te présenter? Alors, en quelques mots, parce qu'on a un sujet qui est hautement important, de grande actualité, j'ai créé Capital Énergie en 2008, 18 mois en fait après le décès de mon conjoint, qui est décédé d'un stress au travail. Et j'ai été tellement à terre, perdant toute mon énergie, perdant tout ce que j'avais imaginé comme concept de l'entreprise, que vraiment je me suis dit, qu'est-ce que je veux vraiment faire maintenant? Et du coup, je me suis dit, ce que je veux faire, c'est aider les dirigeants, aider les collaborateurs, aider les entreprises à être pérennes, à avoir leur croissance, mais avec un autre état d'esprit. Et c'est pas possible, on ne peut pas mourir au travail. Bien sûr. Alors, avant de commencer notre échange, j'ai envie de te partager un constat. On dit bien souvent quand même que le stress est devenu le fléau du siècle. Il concerne tout le monde, il concerne les enfants, les ados, les parents et les personnes actives. Et quand on creuse un peu, dans 76% des cas, le travail est cité comme la première source de stress et on dit que c'est l'un des premiers risques psychosociaux dans les entreprises. Ce stress, il peut parfois pourrir nos jours, gâcher nos nuits. D'après toi, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces facteurs de stress au travail? Tu sais, Marie-Claire, il y a plusieurs, c'est multifactoriel, on va dire. Il y a des facteurs qui sont exogènes, comme par exemple, effectivement, l'environnement mondial, tous les conflits, les guerres. Je veux dire, ça nous procure un stress énorme, même si c'est loin ou proche. Il y a bien sûr aussi tout ce qui concerne l'écologie, l'éco-anxiété, qui est une vraie réalité. Il y a aussi toutes ces incivilités croissantes, toute cette agression, cette violence qui est reprise effectivement dans des séries télévisées et autres. Donc ça, c'est des facteurs, on va dire, exogènes. Mais bien évidemment, on est tous interconnectés les uns les autres. Donc, à l'intérieur de nous, en facteur endogène, ce qui se passe, c'est qu'on a une résistance plus ou moins grande selon l'éducation, selon nos croyances, selon plein de choses qui nous ont entourés. Et du coup, je trouve aujourd'hui que il n'y a pas une résistance physique suffisante des personnes, mais il n'y a pas non plus une résistance émotionnelle et mentale. Et du coup, on se laisse prendre dans un cercle vicieux et on se laisse happer par tous ces facteurs de stress qui deviennent, que l'on vit à l'intérieur de notre corps ensuite, et de notre esprit, bien sûr. Et alors toi, dans ton activité, qu'est-ce que tu observes dans les entreprises depuis toutes ces années? Moi, j'observe qu'effectivement, il y a des différents multiples facteurs de stress au travail. Il peut y avoir le stress de la performance économique. Ça, on le sait depuis longtemps. Je veux dire, c'est comme ça que nos modèles sont construits. Mais je trouve qu'il y a de plus en plus la pression avec une rentabilité, avec des changements aussi de technologie qui fait qu'on doit être très adaptable, très rapide. Il y a beaucoup d'enjeux à ce niveau-là. Mais il y a aussi un grand stress organisationnel. Et je trouve qu'aujourd'hui, lorsqu'on m'appelle, c'est un désordre dans les équipes et entre les équipes, avec des confusions, avec des visions qui sont pas très claires parce que de fait, l'époque fait que la vision est difficile à clarifier. Et puis il y a aussi, clairement, il faut le dire, un stress managérial parce que on peut rencontrer qui n'a pas connu un mauvais manager. Alors c'est pas que tout le monde n'est pas forcément cette caractéristique mauvaise, mais il y a effectivement des managers qui sont peut-être maladroits, ou qui sont peut-être trop en stress et qui ne savent pas comment gérer leur stress. Donc, c'est beaucoup plus facile. Pour te donner un exemple, j'ai un manager qui m'a dit, écoute, Odile, je suis embêtée parce que moi, quand je rentre du travail, c'est le chat qui prend. Tu imagines? Le chat, voilà. Et je me dis, le chat, la femme, les enfants, dans quelle mesure cette phrase, elle m'a interpellée en disant, Pauvre chat. On est d'accord.
Voilà, donc il y a des managers qui sont effectivement maladroits, qui sont peut-être pas assez formés, mais il y en a aussi qui sont humiliants, qui sont manipulateurs pour en avoir côtoyé. C'est compréhensible. Après, voilà. Est-ce que tu crois qu'on stresse de plus en plus ? Je pense que les facteurs s'accélèrent. Oui. Que l'on peut se stresser. Moi, ce que je vois surtout, c'est qu'on est de moins en moins résistant. C'est-à-dire que, clairement, effectivement, dans des routines que l'on peut faire pour rester en forme, que ce soit des routines physiques, je parle par exemple de la respiration, de l'alimentation, de la détente, du sommeil. On parle d'être des naufragés du sommeil, parce qu'effectivement, il y a des études qui prouvent qu'effectivement, le manque de sommeil a des répercussions sur la santé mentale. Mais c'est sûr que quand on est sur les réseaux sociaux jusqu'à 23h, minuit, et puis qu'ensuite, c'est compliqué. Alors, ça tombe bien que tu me parles de ça, parce que, tu vois, la semaine dernière, j'étais sur un salon qui s'appelle Préventica, qui est un salon qui est dédié à la santé mentale, enfin, à la santé et à la qualité de vie au travail. Et j'ai été jury sur une remise de prix sur le management inspirant. Et il y a quand même une tendance que j'ai observée dans les entreprises, qui est qu'on renvoie quand même très souvent la question du stress, et on renvoie les salariés à des solutions qui sont quand même toujours très individuelles. Même si on peut pas nier qu'il y a quand même beaucoup de méthodes pour être proactif, pour prendre soin de soi. Il y a des choses qu'on peut faire pour soi, mais j'ai quand même toujours l'impression qu'il y a et qu'il subsiste une espèce de querelle de chapelle où tu as d'un côté une logique accusatoire dans laquelle l'entreprise elle est responsable de tout, du bonheur des gens et même parfois de tous les maux qu'on peut avoir chez un salarié. Et d'un autre côté, tu as un discours un peu banalisant où les individus, en fait, ils n'ont finalement qu'à s'adapter aux transformations, aux changements qu'ils vivent. Et en fait, finalement, ils ont qu'à être compétents pour gérer leur stress. Et moi, ça m'a interpellée parce que j'ai le sentiment vraiment que tu as deux approches. Tu as une approche individuelle, type gestion du stress. On a des formations à la gestion du stress. Alors ça m'a toujours fait halluciner, soyons clairs. Et tu as, de l'autre côté, des approches plutôt tournées vers l'organisation. On va plutôt agir sur l'organisation. Tu en parlais il y a quelques instants de cette question de qu'est-ce qu'on peut faire pour soi. Alors, ma question est longue, mais toi, c'est quoi ton analyse de la situation entre ces deux approches, des approches individuelles d'une part, où il faut que les gens trouvent des marges de manœuvre par rapport aux contraintes qu'exerce le travail sur eux, et de l'autre, ces approches plutôt tournées vers l'entreprise, où on va plutôt réfléchir sur l'organisation du travail. Voilà, quelle est ton analyse là-dessus ? Eh bien, tu vois, Marc-Claire, moi, je parlerais de co-responsabilité. Parce que, sincèrement, faire porter à l'un ou à l'autre, c'est pas juste. Et qu'il y a un pas chacun, justement, si on veut construire ce sens du collectif, il faut vraiment l'inclure dans cette démarche. Et moi, j'aime bien avoir cette démarche de respiration, exploration, inspiration. Dans la démarche de respiration, chacun va se poser et on va s'introspecter parce que, on a tous besoin d'évoluer. La personne qui a envie d'évoluer pour se réaliser, elle a besoin de cette introspection pour savoir comment est-ce qu'elle peut mieux appréhender ses peurs, les transformer, comment est-ce qu'elle peut faire avec ses colères, avec ses rancunes. Tu vois, par exemple, un des managers m'ont demandé dans un grand groupe, on avait fait un très beau parcours avec 400 personnes, et à la fin, ils m'ont dit, tu sais, Odile, c'était génial, est-ce que tu peux maintenant nous apprendre à pardonner? Tu imagines, dans un grand groupe, industriel, donc, effectivement, il y a cette démarche de respiration, on se pose et on regarde. Après, il y a cette phase d'exploration. Et là, on explore ensemble quelles sont les organisations optimales. Dans des groupes, il y a des fiches de poste qui sont même pas bien ficelées. Ou bien, le travail, comme tu me disais, effectivement, s'accélère tellement qu'il n'y a pas de mise à jour, donc, il y a des doublons, il y a des choses qui se font pas, il y a des informations qui sont perdues. Donc, effectivement, ce travail d'exploration, comment ensemble, on peut explorer des nouvelles manières de collaborer, des nouveaux outils, des nouvelles manières de prioriser. Et tu vois, là, il y a un point qui serait intéressant. Souvent, on me dit, mais on n'arrive pas à prioriser. Et j'ai demandé à mon manager, il m'a pas donné de clé pour prioriser. Donc, du coup, c'est intéressant aussi. Et puis, en fait, laissons-nous inspirer parce que le travail est à réinventer. Donc, ces manières-là sont à réinventer. Donc, comment est-ce qu'on peut s'inspirer les uns les autres et faire marcher cette intelligence collective? Alors, on va revenir juste après sur la question du management sur toutes ces problématiques-là. Bon, est-ce que la santé mentale, d'après toi, parce qu'il s'agit de santé mentale quand on parle de stress, mais il y a tout un tas d'autres pathologies, l'anxiété en fait partie, il y a d'autres choses qu'on pourrait mettre sous cette dimension-là qu'est la santé mentale.
Est-ce que c'est vraiment une affaire de résilience personnelle, selon toi? Est-ce que c'est une affaire de méditation, de sérénité par le sport? Est-ce que c'est vraiment pour le salarié une affaire d'adaptation à son environnement? Si on reprend ce qu'on s'est dit, effectivement, il y a les plusieurs facteurs. C'est sûr que lorsque l'on prend pas soin de son corps physique, que ce soit la respiration, l'alimentation, l'hydratation, la détente aussi, eh bien, on est beaucoup plus sensible et une simple observation devient une critique. Donc, c'est sûr que c'est compliqué d'absorber la pression lorsqu'on est physiquement fatigué, physiquement, voilà. Et puis, inquiet aussi. Il y a énormément d'inquiétude. Il y a beaucoup de crainte. Et puis, aujourd'hui, ce que je vois, c'est que sur la santé mentale agit aussi le fait, est-ce que mon travail a du sens? Et c'est vraiment une des raisons principales qui fait que si le why, il est pas bien défini, si au fond, il est pas bien vécu, eh bien, du coup, les entreprises perdent leurs salariés, tout simplement. Je dirais, et clairement, quand il y a pas le pourquoi, le sens qui est vraiment défini, eh bien, on voit un désengagement total. Et par exemple, cette question de la respiration, est-ce qu'elle est, à ton sens, et par rapport à ce que tu vis dans tes accompagnements, est-ce qu'elle est suffisante dans des environnements de travail qui, par nature ou structurellement, génèrent du stress? Je pense que les mêmes causes provoquent les mêmes effets et que effectivement, en travaillant, c'est pas parce qu'on va travailler sa respiration que les choses vont changer. Et puis il y a aussi l'environnement de travail. Aujourd'hui, on parle de bureau régénérant. On parle du lieu de travail comme étant un lieu d'apprentissage informel. Après le Covid, où on a été tellement isolés, il y a eu beaucoup de souffrances, il y a beaucoup de santé mentale défaillante à cause de cet isolement du Covid. Du coup, aujourd'hui, on constate une tendance à revenir, à faire des séminaires, à faire de la cohésion d'équipe. Donc, du coup, c'est dans cet esprit-là où l'on peut travailler sur les différents facteurs en fonction de la maturité de l'entreprise et je dirais en fonction de l'intérêt des dirigeants pour mettre en route ces fameuses démarches de mieux-être et performance durable. Et alors justement, comment on peut plus agir sur l'organisation, sur l'entreprise et peut-être un petit peu moins sur les individus? Comment on peut combiner des pratiques individuelles que tu viens de citer, qui sont indispensables, et d'autres solutions organisationnelles? Toi, quelles sont tes préconisations ou quelles sont tes idées? À partir du moment où moi j'ai la direction qui me demande d'intervenir, il y a tous ces facteurs-là qui vont être déployés. C'est-à-dire qu'on va aller introspecter. Est-ce que c'est des problèmes de personnes? Est-ce que ce sont des problèmes d'organisation? Donc déjà, le dirigeant, il sait déjà au fond de lui. Oui. Il y a déjà des choses. Il dirige sa société. Donc, pardon, mais qu'est-ce qu'elles te demandent justement ces entreprises quand elles viennent s'adresser à toi? C'est quoi la demande que te font les directions? Quel exemple tu peux nous donner d'intervention que tu fais où tu interviens selon un besoin et une demande bien précise? Alors, demande bien précise. Alors, tu vois, demain, par exemple, je vais au top des RH, donc où je suis experte, et du coup, les demandes sont très précises. Il y a des problèmes d'absentéisme, des problèmes de recrutement et de fidélisation des salariés. Comment est-ce qu'on les engage, comment on les embarque dans des projets? Donc ça, c'est des demandes bien précises. Donc effectivement, embarquer les gens ou permettre aux gens d'être engagés ou d'être motivés, mais il faut agir sur ces différentes. C'est-à-dire que c'est en fait un parcours à moyen terme. C'est pas une formation qui va révolutionner l'histoire, mais c'est vraiment une démarche et une démarche participative. Pour exemple, je suis intervenue chez Arkema, donc au CETIA, qui est le support monde des usines Arkema dans le monde. Et du coup, c'était très intéressant. On a fait beaucoup d'ateliers participatifs et ensemble, on a co-construit les ateliers selon leurs priorités. Par exemple, il y avait des priorités qui étaient comment créer du lien dans les équipes et entre les équipes pour désiloter, par exemple. Comment créer une bonne ambiance. Comment donner un feedback qui soit constructif. Voilà, ça peut faire partie des choses. Comment gérer les urgences et en dehors du mode pompier, par exemple. Donc, du coup, on a effectivement mis en route des ateliers. On a mis en route après des workshops de travail d'introspection. Et puis, voilà. Donc, c'était une des démarches, par exemple, qui a duré 18 mois. Oui. Alors, ce que tu dis, c'est que tu cites quand même des leviers qui sont les leviers du management. J'entends, quand tu parles de feedback, par exemple, de priorisation, on est quand même sur l'organisation du travail, sur la délégation, sur des choses qui sont très liées au management, à l'accompagnement des managers. Oui, et puis tu vois, je voudrais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. On n'a pas eu le temps de tout terminer. Quand j'ai parlé des managers qui n'étaient pas à la hauteur d'eux, ça existe. Mais
on va dire globalement, les managers, ils sont tout à fait concernés. Enfin, je veux dire, sincèrement, c'est un vrai métier et c'est une vraie mission d'être manager. Bien sûr. Donc, et vraiment, ils ont beaucoup de mérite de faire de leur mieux pour que les choses se passent bien. Oui, c'est sûr que le rôle du le manager aujourd'hui, c'est un sacré boulot parce qu'on est presque parfois, quand on regarde tout ce qu'il faudrait qu'il fasse dans un monde idéal, on est presque sur l'hyperactivité managériale. Et alors justement, si on revient sur ce manager qu'on trouve toujours bien courageux et dont on valorise toujours le rôle dans Psy Boulot, c'est quoi justement d'après toi le rôle ou la mission du manager face au stress, à son propre stress et au stress que peut rencontrer son équipe? Qu'est-ce qu'il devrait faire dans un monde idéal? Eh bien, tu vois, Marie-Claire, c'est vraiment le cœur de mes missions. C'est-à-dire, je travaille beaucoup avec des éléments comme les neurosciences ou la physique quantique appliquée à l'individu ou aux organisations. Et j'aime beaucoup citer la matrice de la conscience, de l'échelle de conscience de Hawkins, qui est un grand physicien, qui a donc élaboré une matrice logarithmique en mesurant les émotions sur une échelle de 0 à 1000. Et on s'aperçoit que quand on est dans des fréquences basses, c'est-à-dire la culpabilité, la honte, la peur, les craintes, enfin tout ce qui est toute notre humanité en fait, quand on a peur ou quand on est en stress, eh bien cette échelle logarithmique montre des niveaux de basses. Mais par contre, alors pour répondre à ta question, pour moi, un manager, il sait se ressourcer rapidement, il sait retrouver de l'énergie, de la sérénité, et il est dans ces fréquences hautes. Alors c'est un gage, parce que c'est vraiment une gageure de faire, mais il a cette conscience que lorsque lui va bien, son équipe va bien. Et c'est vraiment, c'est très intéressant de voir les propriétés de toute cette approche, parce qu'en fait, il y a vraiment des propriétés qui sont très applicables et très mesurables. C'est-à-dire qu'on sait très bien que quand le manager il arrive et qu'il dit pas bonjour et que du coup il est pas en forme parce qu'il a eu une nuit difficile, il a eu des problèmes familiaux, il a eu plein de choses, et puis il a ses propres stress de budget, et bien du coup les équipes sont beaucoup moins enclins à partager l'information, à travailler entre eux. Donc il y a vraiment une corrélation entre la santé et le bien-être du manager et la santé et le bien-être de son équipe. Mais comment on fait quand on est manager et que on va mal? Parce que est-ce qu'on peut afficher une forme de vulnérabilité quand on est manager? Parce que tu as quand même certaines doctrines qui te disent, certains courants de pensée ou certains dirigeants qui disent quand tu es le premier de cordée, il n'est pas question d'être faible. Et tu as d'autres courants de pensée qui te disent, mais non, en fait, montrer ou afficher une forme de faille, c'est hyper important parce que c'est ça l'authenticité et c'est aussi pouvoir dire à ses équipes, mais regardez, tout le monde peut avoir à un moment donné un moment de difficulté. Comment tu vois cette situation-là du manager qui à un moment donné va mal? Écoute, les managers qui vont mal, je les reçois en coaching individuel parce que franchement, ils appellent à l'aide avant de tomber. D'accord. Et sincèrement, c'est vraiment une prévention santé. C'est pour moi au cœur de mes missions. Tu vois, j'ai eu un top manager qui m'a appelé la dernière fois, qui m'a dit Odile, je traverse la route sans regarder maintenant aujourd'hui, sans regarder les voitures. Et franchement, je veux dire, l'alerte, elle est maximale. Donc, et il y en a un autre qui m'a dit, écoute, réapprends-moi à vivre. Ça fait 10 ans que je vis sous antidépresseurs et j'en peux plus. Donc, c'est sûr que c'est un gros travail individuel, mais on peut. Et il y a une approche très pragmatique, très concrète, avec vraiment des rituels, avec des habitudes, des nouvelles attitudes qui font qu'on peut vraiment s'en sortir. Et c'est là tout le message d'espoir. Et tu vois, Marie-Claire, je m'appuie aussi beaucoup sur la méditation. Alors, il faut juste savoir que la méditation, moi, c'est au cœur de ma vie parce que je médite vraiment beaucoup et j'approfondis cette culture parce que j'y trouve beaucoup de sérénité, beaucoup d'énergie et surtout beaucoup de joie. Et je fais partie d'un groupe de neurologues et de scientifiques qui étudient l'impact de la méditation sur le cerveau et sur la capacité à rester détaché, c'est-à-dire à lâcher prise ou à prendre ce fameux recul. Et c'est extraordinaire de voir comment aujourd'hui, avec des outils tels que la méditation, eh bien, on peut réellement approfondir, s'introspecter et réellement avoir des niveaux de conscience différents, avoir un détachement par rapport au stress qui fait que la charge réelle n'est pas supérieure à la charge perçue ou vice versa. Enfin, je veux dire qu'il y a vraiment une cohérence. Et tu vois, tu parlais d'intégrité tout à l'heure pour répondre à ta question. Oui, quand on va pas bien, de toute façon, ça se voit. Franchement, c'est pas la peine de faire semblant d'aller bien quand on le voit pas. Pour autant, la base, c'est de faire tout en amont pour aller bien.
Et alors, la méditation, on en entend beaucoup parler aujourd'hui, mais il y a aussi beaucoup de gens qui disent « mais moi, je ne peux pas méditer » ou « je n'aime pas méditer » ou « ça ne m'apporte rien ». C'est aussi de temps en temps des choses qu'on entend, sans porter de jugement sur ceux qui pratiquent pas. Le tout, c'est de trouver ce qui nous va pour pouvoir se ressourcer. Comment est-ce qu'une entreprise, elle peut à la fois combiner des pratiques de ce type-là, par exemple la méditation, c'est un exemple, avec d'autres solutions organisationnelles plus larges pour protéger ses salariés? Toi, quelles idées tu as là-dessus, toi qui as une vision globale des accompagnements, sur les accompagnements que tu fais? Moi, j'encouragerais beaucoup la participation en workshop pour trouver sur des sujets bien spécifiques. Je veux dire, il y a des facteurs de stress, par exemple le bruit dans les bureaux, c'est un vrai facteur de stress. Est-ce qu'il n'y a pas un atelier qui peut être fait pour savoir comment on diminue? J'ai fait des ateliers dans les open space. Il y a des constats qui sont une évidence. Quand la machine à café elle est dans l'open space et que tout le monde discute à 9h du matin, on ne peut pas se concentrer. Comment est-ce qu'il n'y a pas aussi des règles de bonne conduite sur les mails, par exemple? Comment est-ce qu'il n'y a pas une charte des mails qui peuvent être instaurées? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une charte, notamment dans les espaces... on a parlé du bruit, on a aussi parlé des odeurs, parce que c'est quelque chose de très délicat. Oui, on en parle peu, mais... On en parle peu, mais je peux vous dire que ça procure un stress énorme quand il y a des problématiques de ce type. Voilà. Et puis aussi des problèmes d'addiction. Donc, comment est-ce qu'on fait quand on a effectivement des collaborateurs qui sont sous addiction? Ouais, donc finalement, ce que tu dis, c'est que... Il faut identifier, il faut vraiment zoomer sur les problématiques principales. Il faut justement que le dirigeant et son équipe rapprochée voient les choses et puis organise. Il y a une réflexion de fond sur les environnements de travail, sur les conditions de travail quand même. Mais bien sûr. Quand je vois qu'il y a des bureaux, il n'y a même pas de fenêtre qui s'ouvrent, c'est uniquement la clim. On est sur les conditions de travail, on est sur les pratiques managériales. Parce que tu peux faire de la médication si tu as un manager qui crache des flammes et qui a un comportement inadapté, inapproprié, toxique, tout ce qu'on voudra. On aura beau méditer et on n'aura pas du tout éteint le feu. Non. Et c'est pour ça que c'est multifactoriel. Il faut vraiment identifier. Et moi, je suis là pour identifier, ou en tout cas pour challenger le dirigeant sur les failles qui pourraient... Oui, il faut repenser la structure, les pratiques, les responsabilités. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres idées sur lesquelles... Quel conseil tu pourrais donner à un manager pour qu'il puisse... Qu'est-ce qu'il peut faire quand il a quelqu'un dans son équipe qui voit en souffrance ou qui le voit en stress au travail? Est-ce qu'il a des actions face à la charge de travail? Est-ce que des idées pour développer l'autonomie, pour favoriser des pratiques de reconnaissance au travail? Est-ce qu'il y a des choses, d'autres pistes, toi, que tu as identifiées grâce à tous tes accompagnements? Je pense notamment aussi au comportement qu'on pourrait dire dit toxique. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil au manager qui fait face à une équipe ou à un individu de son équipe qui est hyper stressé par ce qu'il fait? Alors, tu vois, il faut effectivement, donc là, c'est pas des généralités, ce sera plus d'étudier le profil. Le manager qui fait face, déjà, la première clé, c'est que le manager, il aille bien, déjà. Et qu'il attende pas le dernier moment. Parce qu'il sent les palpitations, il sent les nuits sans sommeil où il se lève à 2h du matin. Ça, c'est le foie qui va lui dire, voilà, oui. Il va sentir les signes précurseurs. Donc, déjà, pour lui-même, déjà. Ensuite, d'être en alerte, parce qu'il y a beaucoup de souffrance au travail, c'est clair. Et il peut très bien, voilà. On parle des nouvelles intelligences managériales aujourd'hui. Et une des intelligences managériales, c'est la capacité de se relier, d'être en reliance. C'est-à-dire de veiller à bien. On parle de bienveillance. Moi, je préfère dire, veillons à bien aux équipes. Et il y a peut-être des bonnes pratiques à mettre en route qui permettent de créer ce lien, de créer cette proximité qui fait que quand un individu se sent pas très bien, du coup, il va oser en parler. Oui. Mais là, ce que tu dis, ça me fait penser je parle toujours de monde idéal, mais c'est que quand même la mission du manager, mais ça me fait vraiment écho à ce que tu viens de dire, ce serait de consacrer du temps quand même à développer du lien avec son équipe, des liens de confiance, à être dans le soutien des équipes, à accompagner son équipe. Et ce qui est difficile, je trouve, aujourd'hui, c'est que c'est pas toujours ça, en fait. Aujourd'hui, le manager dans les entreprises, il est quand même souvent confronté lui-même à des dilemmes et même des paradoxes ou des injonctions contradictoires du type « occupe-toi de ton équipe », mais c'est quand même le résultat qui compte avant tout. Et on est souvent sur des logiques de court terme. Donc c'est là où je trouve que c'est difficile dans la mise en pratique pour le manager parce que il y a des doubles messages, des doubles contraintes qui sont faites au manager. Comment tu vois ça, toi? Parce que est-ce que finalement on n'est pas quand même sur des problématiques, mais tu le disais un petit peu au début de l'entretien,
ou c'est le dirigeant qui donne le tempo finalement? C'est clair. Ouais, c'est quand même la direction ou le dirigeant qui donne le ton. Tu sais, moi, t'as tout à fait raison, Marie-Claire. Quand on m'a appelé pour les collaborateurs, donc il faut former les collaborateurs. Où il y en a même un dirigeant qui m'a dit, bon, tu me les remets au boulot, hein. Ah oui. Franchement, c'est difficile. Ça veut dire quoi, tu me les remets au boulot? Ça veut dire, tu me les réengages, tu fais ce qu'il faut pour leur dire que, voilà. Et moi, c'est choquant. Enfin, franchement, c'est choquant. Mais du coup, les collaborateurs, ils sont très affûtés. Et la seule chose qu'ils m'ont dit, ils me disent, écoute, tout ce que tu nous dis, c'est génial, merci, on en prend bonne note. Pour autant, est-ce que tu peux pas remonter et faire la même chose avec en haut? Bien sûr. Parce que c'est la première chose. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup les équipes, parce que je forme des CEO, des CODIR, et voilà. Et aussi, j'accompagne des DRH dans des CODIR. Et j'aime beaucoup, parce que franchement, je trouve qu'il y a une profondeur, une sensibilité, une attention, et j'ai peut-être ce mot-là si on peut retenir ça, une attention aux autres, qui est vraiment quelque chose inscrit dans la performance durable, tu vois. C'est pas du mieux-être pour panser les plaies, pour éviter qu'il y en ait qui tombent en burn-out et que ça donne une charge supplémentaire aux autres. Parce que c'est évident que, voilà, on en arrive à des constats pareils. Mais c'est vraiment une profondeur dans l'attention que l'on peut porter à cette performance qui va être durable parce que, et à condition que les gens se sentent bien. Aujourd'hui, le marché, il est tendu. Tu t'imagines bien que les jeunes générations, s'il n'y a pas de sens, si des managers sont odieux, la première chose qu'il fait, et on a des chiffres là qui se disent, dans les années qui viennent, il y a 29%, ça c'est un chiffre de JLL, donc du groupe qui effectivement a fait des études, il y a 29% des personnes qui ont décidé de partir, donc un tiers, enfin je veux dire presque un tiers. Et récemment, j'ai accompagné une petite équipe, donc c'était autre chose. Donc on pourrait croire que dans les petites équipes, en entretien individuel, elles m'ont tous dit, écoute, moi je suis sur le départ, quoi. Et alors, quand il y a plus de 40% sur une petite équipe qui part, je m'inquiète pour la suite de la performance. Je voudrais juste qu'on revienne, ce que tu disais il y a quelques instants, sur cette question de l'exemplarité du dirigeant. Là, comment tu fais pour mettre cette problématique-là quand tu arrives dans une entreprise que tu accompagnes, dans un groupe ou même une petite société? Comment tu fais pour soulever cette question-là? C'est pas évident de dire à un dirigeant, en fait, ce qu'il faudrait, c'est que vous soyez vous-même exemplaire. Ça nous aiderait pour faire le travail qui est le nôtre. Non, mais c'est quand même essentiel, cette question-là. Mais je le dis pas comme ça, tu vois, Marie-Claire. Alors, comment tu le dis? Comment tu fais? En fait, je vais te dire, aujourd'hui, c'est quand même, c'est hallucinant, parce qu'aujourd'hui, on m'appelle parce que les gens sont pas bien. C'est pas de la prévention. C'est vraiment du secours, de la survie. C'est du tertiaire. Donc, si tu veux, on m'appelle en disant, au secours, on a un problème de burn-out dans les équipes, renouvelé. On a un manager qui, effectivement, va pas bien. Qu'est-ce que tu peux faire pour nous? Et aujourd'hui, je fais plus, j'en suis plus à donner des clés concrètes et à reprendre les personnes pour leur redonner l'énergie, de la sérénité, du détachement, de leur redonner, plutôt que de la prévention. Mais c'est dommage, Marie-Claire, et franchement, moi je médite pour je médite. À tous les sens du terme, tu médites. Pour la prévention, parce que il y a que ça, je dirais, tu vois, le salon Préventica, c'est de la prévention avant tout. T'es déjà sur des actions curatives, c'est ce que tu veux dire, en fait. Aujourd'hui, on en est encore là. Mais je pense qu'il faut anticiper. Et si demain, on peut effectivement, mais c'est pas des choses factices. Il faut aller en profondeur. Parce qu'en fait, sincèrement, le travail, c'est la vie. Enfin, il faut être clair que quand on est bien au travail, on est joyeux, on est heureux. Quelqu'un qui est pas bien dans son job, de toute façon, il y a des répercussions partout. Dans sa vie personnelle, dans sa vie sociale, dans sa vie affective. Donc, de toute façon, être bien au travail, c'est pas une injonction. Et pour autant, tu vois, il y a des études en ce moment qui parlent du glossing. Est-ce que tu en as entendu parler? Alors, le glossing, c'est cette propension à faire semblant d'aller bien, alors qu'en fait, ça pleure à l'intérieur. C'est des masques un peu, non? Alors non, c'est encore autre chose. Mais c'est vraiment, oui, en fait, ça résout. Je donne le change en disant je vais bien, tu vas bien, et voilà, et nous allons bien. Parce que c'est primé, parce que c'est un must-have. Socialement, c'est mieux vu. C'est ça. Mais pour autant, tu as parlé d'intégrité, et je pense que le manager qui est authentique et qui est intègre, c'est là-dessus. Et de cœur à cœur, il y a des choses qui se passent. Et les salariés, ils le sentent, ils le voient. Enfin, je veux dire, quand on a notre énergie qui est bien qualifiée, qui est bien claire, il y a de la confiance qui s'instaure. Oui, puis c'est à la question aussi de la cohérence entre, ce que je dis, ce que je fais,
C'est une forme de sincérité dans les relations. Ça exige que finalement les dirigeants, les directions, les managers soient convaincus de l'importance de leur rôle et qu'ils acceptent d'être challengés, remis en question sur leurs propres pratiques. C'est peut-être ça le point de départ aussi, pour qu'on puisse arriver à quelque chose. Oui, mais je trouve que aujourd'hui, les managers sont en recherche. Et tu vois, c'est vraiment beaucoup d'espoir parce qu'ils sont en demande quand ils vont pas bien. Donc là, ils appellent. Mais ils sont aussi en recherche pour eux-mêmes et pour leurs équipes, avec cette grande responsabilisation, cette envie de vraiment de porter leur équipe. Parce qu'en fait, un bon manager, il est heureux quand ses équipes, elles grandissent, c'est qu'elles sont autonomes et que, du coup, lui, il peut consacrer plus de temps à des projets de plus long terme, à une stratégie. Il peut mieux déléguer. Enfin, je veux dire, c'est très réjouissant d'être un bon manager. Mais il y a des fois, on est en panne parce qu'on n'a pas été habitué ou parce que pas formé et puis aussi dépassé par les événements, dépassé par cette pression. Mais il faut vraiment apprendre. Du coup, on s'affaiblit. Et je vois beaucoup. Là, j'ai accompagné une banquière, gestionnaire de patrimoine, et voilà. Donc, elle me confesse que le soir, quand elle rentre, c'est un petit verre d'alcool, puis un deuxième, puis un troisième, parce que c'est trop dur. Donc, c'est-à-dire, ça arrive à beaucoup de personnes, tu vois, les addictions. Le croit, en fait. Moi, beaucoup plus. Bien sûr. Tu sais, vraiment. Bien sûr, et moi, par contre, sur les habitudes de vie, il y a des bases, il y a des fondamentaux. Prendre soin de soi. Mais oui, mais justement, comment on fait pour, tu vois? Ok. On arrive pratiquement à l'issue de cet épisode. Avant de conclure, Odile, je ne sais pas si tu le sais, mais la promesse de ce podcast, c'est de repenser l'entreprise. Et donc, si tu devais donner un premier petit pas, peut-être pour soi et pour les autres, pour aller vers le mieux vivre en entreprise, qu'est-ce que tu pourrais nous partager pour conclure cet épisode? Alors, pour être simple, parce que j'aurais envie de donner beaucoup de tips. Bien sûr. Pour être simple, déjà, je dirais que il y a pas de honte à avoir peur, à être stressé. Je veux dire, franchement, c'est difficile ce qu'on vit aujourd'hui. Et puis, il faut trouver des voies et il faut, par contre, être porteur d'espoir pour soi-même, pour sa famille et pour ses équipes. Donc accepter de se remettre en cause, peut-être, ça serait le premier, voilà. Et puis les premiers petits, c'est sûr que on rencontre beaucoup de managers qui sont en apnée, ils n'ont même pas le temps de respirer. J'en ai une que j'ai accompagnée à haut potentiel, elle dit: Odile, je ne bois pas d'eau parce que sinon je peux pas aller aux toilettes, j'ai pas le temps. Donc voilà. Et quand je vais aux toilettes, je cours dans les couloirs. Alors, vous imaginez, au niveau de l'équipe, quand elle voit le manager courir aux toilettes, parce que, non, mais je veux dire. On a du mal à y croire. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Oui. Hein. Donc, apprendre à s'hydrater, apprendre à respirer. Et peut-être qu'on peut faire un petit exercice, si t'es d'accord. Avec plaisir. Hein. Eh bien, je vous propose quelques instants de fermer les yeux. Et puis, d'avoir cette conscience portée sur l'environnement que vous avez là, qui vous entoure, les bruits que vous pouvez entendre et puis les odeurs que vous pouvez sentir, le toucher de vos pieds sur le sol, de vos mains sur la table. Est-ce qu'on peut pas juste décontracter les épaules? Ces épaules qui sont si contractées, qui font mal, les cervicales le matin qui sont douloureuses avec les écrans, avec tout ça, est-ce qu'on peut pas remuer tranquillement, tout doucement? Lâcher les épaules, la droite, puis la gauche. Et puis aussi, porter notre attention sur notre front. Vous savez, là où se plisse, là, quand on a les rides au milieu des deux yeux, là. Juste détendre. Et tranquillement, inspirer. Alors, si vous connaissez la respiration par le ventre, on peut inspirer profondément par le nez. Et puis, on va avec notre attention, on porte notre attention sur l'air que l'on monte au cerveau. On laisse le cerveau s'irriguer par tout cet oxygène. Et puis, on va relâcher en expirant par la bouche. On va le faire une deuxième fois. On inspire. On bloque. On décontracte les épaules, on lâche nos fameuses rides et on expire par la bouche. Et puis une troisième fois à votre rythme, tranquille. Juste en ayant cette conscience que l'oxygène va
va aller nourrir, alimenter vos cellules, votre cerveau, vos synapses, que votre concentration sera plus forte après, que juste arriver à ces moments de calme intérieur, de silence, tranquillement. Et puis je vous invite, quand le podcast sera terminé, à aller prendre un grand verre d'eau. Et puis peut-être que vous pourriez aussi être en gratitude pour la vie qui coule en vous. Juste la gratitude d'être extrêmement privilégié. D'abord d'avoir écouté ce podcast. Et puis ensuite de pouvoir être en poste. Et puis d'avoir une démarche qui est possible. Et merci Marie-Claire. Merci Odile. Et à bientôt sur Psy Boulot. Merci. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. Si vous souhaitez nous soutenir, pensez à vous abonner et à nous mettre 5 étoiles. Avant de vous quitter, je vous donne rendez-vous sur ma page LinkedIn ou sur le compte Instagram de Psy Boulot si vous souhaitez échanger, me suggérer des invités et même venir témoigner à mon micro. À très vite sur Psy Boulot.